Très bien, je vous propose de commencer. Merci d'avoir répondu présent. Je vois que vous êtes nombreux pour ce webinaire. Alors, le sujet du jour, c'est 5 conseils pour préparer vos analyses de données. Donc, on va structurer en fait ce webinaire en 2 parties. Une première partie sur slide, théorique, sur les bonnes pratiques. Et une deuxième partie dans laquelle on va faire en fait une démonstration produit dans laquelle on va concrètement mettre en œuvre tous ces conseils, ces 5 conseils. Alors je me présente rapidement, je suis Pierre-Jacques Évrard, je suis consultant solution pour TIBCO et j'interviens sur la partie analytique, donc sur la solution Spotfire que j'aurai l'occasion de vous montrer dans un deuxième temps. Alors, le plan détaillé, donc on va introduire le sujet. On va parler de façon générale du besoin de mieux communiquer autour de la donnée. On va décrire les 5 conseils, passer par la démo, appliquer à ces 5 conseils, et puis on pourra conclure et prendre vos questions et réponses. Alors, je vous invite à passer vos questions dans le chat du WebEx et j'y répondrai à la fin. Voilà. Alors, 75% des personnes qui ont une activité de résolution de problèmes n'ont accès à aucune forme d'analytique. Alors, les métiers qui font de la résolution de problèmes, ils sont nombreux. Ça peut être des ingénieurs, des contrôleurs de gestion, des managers, des analystes. On a énormément d'activités dans l'entreprise qui ont recours à de la réflexion et de la résolution de problèmes. Et finalement, on se rend compte que toutes ces populations n'ont pas forcément de solution analytique. Alors souvent elles ont Excel, mais ça ne leur permet pas de faire des analyses avancées. Donc toutes ces personnes ont besoin de l'information. Alors, elles ont besoin de cette information justement pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées de façon pertinente. Alors, la plupart des organisations aujourd'hui tendent à devenir ce qu'on appelle data-driven, pilotées par la data. Donc, la définition d'être data-driven, ça consiste à cultiver dans l'activité quotidienne, dans la gestion des affaires, un état d'esprit qui recourt continuellement à l'analyse de données pour prendre des décisions factuelles et étayées. Donc l'objectif quand on est dans une démarche data-driven, c'est d'atteindre un niveau auquel finalement l'utilisation des données et de l'analytique par les cadres, par leurs collaborateurs, par toutes les personnes qui sont confrontées à de la résolution de problèmes, devient un élément naturel des activités quotidiennes et on ne se pose même plus la question. En fait, l'analytique est complètement embarquée dans chaque activité. Alors, il y a une étude intéressante du Aberdeen Group qui conseille finalement à chaque organisation de devenir data-driven. En effet, de cette étude d'Aberdeen Group ressort le fait que les organisations dites data-driven voient leurs revenus augmenter de 27% par an contre 7% chez les autres. Donc on observe en fait une forte croissance du revenu, une forte performance dans ces organisations-là. 12% de ces organisations data-driven reportent aussi une réduction des coûts opérationnels d'une année sur l'autre, 12% de ces organisations, alors qu'on en a 1% chez les autres. Donc ça laisse supposer qu'il y a une analyse plus fine des opérations, des process. Autre chose qui résulte de cette analyse plus fine des opérations et des process, ce sont des cycles raccourcis. Donc 83% des organisations data-driven dans l'étude disent avoir raccourci la durée de leur process contre 39% chez les autres. Donc le recul, l'analyse sur les process dans une organisation data-driven, ça a vraiment un impact sur la performance de l'entreprise, sur la performance de l'organisation. Alors, pour être data-driven,
on va véhiculer beaucoup d'informations. Et donc, effectivement, on va avoir tendance à essayer de visualiser les données pour mieux les comprendre. Alors, ça peut déboucher sur certains écueils. On a parfois un excès de visualisation, de présentation de l'information, ou à vouloir trop bien faire, finalement, on fait des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles et pas forcément pertinentes. Je prendrai pour exemple cette visualisation du Titanic qui fait un peu naufrage sur la gauche, puisque ici on essaye de montrer le nombre de victimes du naufrage du Titanic par cette visualisation de type infographique. Après, souvent un travers qui est bien connu, déjà on voit deux choses ici sur le diagramme en barre Excel, c'est de vouloir faire de la 3D parce qu'on trouve ça plus esthétique. Alors en fait, la 3D, ça n'est pas forcément ce qu'il y a de plus lisible. Et finalement, ajouter des flèches dans tous les sens sur les graphiques parce qu'on se sent obligé de justifier et d'expliquer ce qu'on a affiché. Alors ça veut tout simplement dire que ça n'est pas clair et pas compréhensible et qu'on en est peut-être conscient soi-même en tant que créateur de la visualisation. On a des choses avec des prétentions artistiques. Là, on voit les guitaristes de différents pays. Bon, on voit que c'est bien touffu, bien riche et difficilement lisible. Donc ça, c'est toujours un peu amusant de parcourir en fait des publications ou de visualiser des documents d'entreprise et chercher finalement les erreurs ou ce qui ne fonctionne pas dans la présentation des données. Alors maintenant qu'on a vu des choses qui ne sont pas terribles, on va parler en fait des 5 conseils pour présenter les analyses de données. Donc la première chose, c'est d'être à l'écoute. Alors, être à l'écoute, ok, c'est facile de dire ça. Maintenant, ce qu'il faut, ce sont des outils pour déceler les corrélations et les tendances cachées de façon visuelle ou aussi de façon plus avancée avec des outils de calcul et des formules de calcul qu'on va pouvoir ajouter dans cette solution. Raconter une histoire. Tout le monde adore les histoires. Depuis l'enfance, on aime tous entendre des histoires. Et donc, ce qui est particulièrement pertinent quand vous devez présenter une analyse de données, c'est d'essayer d'emmener votre audience, votre auditoire en voyage. Donc, il faut bien définir d'où vous partez, planter le décor, comme dans une bonne histoire, définir une cible, un point d'arrivée, et puis aussi définir tout un cheminement avec des étapes pour y arriver. Rester synthétique et percutant. Alors, il faut rester concis pour expliquer des sujets complexes. En général, quand on arrive à expliquer un sujet complexe de façon concise, ça veut dire qu'on l'a bien compris. Généralement, quand on fait des explications complexes sur des sujets complexes, c'est qu'on ne les a pas forcément compris soi-même et qu'on n'a pas réussi à démonter la complexité. Alors, attention aussi à ne pas trop rentrer dans le détail de votre démarche analytique. Moi, j'ai souvent vu des présentations dans lesquelles, ok, les conclusions étaient intéressantes, le sujet était bien, mais finalement, le présentateur avait passé un peu trop de temps sur, par exemple, sur les étapes de transformation des données, finalement en passant la moitié ou les 2/3 du temps à dire, ben voilà, pour arriver à cette analyse, on a dû faire des tables pivots, des tables croisées, etc., des transformations de données, ajouter des données de telle source. Et finalement, ça devient trop compliqué et on y perd l'essentiel. Point suivant, le 4e point, c'est visualiser, visualiser, visualiser. Souvent, on est dans un paradigme Excel dans lequel finalement on va commencer à travailler les données, à faire des calculs, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'on va peut-être produire un ou plusieurs graphiques à la fin de l'analyse, et puis on va faire un copier-coller dans un PowerPoint pour aller présenter ça. Il est sûrement intéressant, et ça je pourrais vous le montrer dans la partie démo, de prendre les choses à l'envers et finalement de commencer par la visualisation pour ensuite tirer des conclusions et obtenir une analyse pertinente.
Cinquième et dernier point, c'est la collaboration. Peut-être que vous êtes le meilleur analyste du monde, que vous avez un grand talent à analyser les données, à sortir des conclusions pertinentes, mais on peut se casser la figure. Donc il ne faut pas oublier de confronter ces idées à ses collègues ou à d'autres personnes pour être sûr de ce qu'on va présenter et du résultat qu'on va obtenir, de prendre en compte toutes les objections qui pourraient apparaître. Donc voilà de manière synthétique les 5 conseils qu'on vous donne. Maintenant, si on rentre dans le détail de chaque conseil, donc le premier, soyez à l'écoute de la donnée. Donc, alors pour ça, il faut des outils pour identifier les corrélations, les tendances cachées, des outils qui peuvent vous permettre de visualiser aussi et de pouvoir faire du visual storytelling, de raconter une histoire. Alors, attention, quand vous êtes à l'écoute de la donnée, évitez de préméditer les résultats, d'avoir des idées préconçues ou de fixer finalement les résultats de l'analyse dès le départ. Ce qui pourrait se passer, ça pourrait vous conduire à manipuler ou à mal interpréter les données. Et derrière, ça met en place un climat de suspicion puisque tôt ou tard, finalement, on se rendra bien compte que les résultats de vos analyses étaient biaisés ou erronés et il y aura un manque de confiance. Donc, dans les conseils détaillés, laissez la conclusion émerger naturellement des données. Ne cherchez pas, ne restez pas trop braqué sur une idée préconçue, sur un a priori que vous pourriez avoir. Avoir l'esprit ouvert, laissez libre cours à l'histoire, ne l'abritez pas. Il faut que ce soit naturel. Il faut que les données appuient vos affirmations. Si finalement vos données ne permettent pas d'appuyer complètement vos affirmations, c'est sûrement que l'affirmation est erronée. La conclusion, préparez bien votre conclusion sur la base de ce que vous aurez pu observer. Des données solides autorisent des conclusions solides et inversement, comme on l'a vu dans le point précédent. Pensez au long terme aussi, c'est bien de sortir une analyse avec des conclusions court terme où tout le monde sera content, mais sur le long terme, peut-être que ces conclusions hâtives ne se vérifieront pas. Alors, par rapport aux écueils sur l'écoute des données et la façon dont on les présente à son auditoire ou dans l'organisation, ce qui est intéressant, c'est de voir des exemples comme ceux qu'on trouve ici. Là, sur l'indépendance de l'Écosse, on a un exemple dans lequel finalement on a la somme des oui et des non qui dépasse 100%. Sur le Obamacare, ici, on a un autre exemple intéressant dans lequel, si on regarde les barres sans faire trop attention aux chiffres, on a l'impression que beaucoup plus on a un résultat qui est beaucoup plus élevé ici sur la deuxième barre que sur la première, alors que finalement on est sur un écart relativement faible puisqu'on est entre 6 et 7 millions. Ou bien on a ici quelque chose qui est biaisé aussi, où on a deux barres dans lesquelles on a 37%. Alors peut-être qu'il y a des décimales qui se cachent derrière, mais quand même, et où finalement on a, ça c'est du diagramme politique, on a un candidat qui ressort en tête par rapport à l'autre, alors que les deux ont les mêmes pourcentages. Donc attention à toutes ces présentations biaisées qui nuisent à votre crédibilité et à la pertinence de vos analyses. Point suivant, raconter une histoire. Donc le meilleur moyen de communiquer des données complexes, c'est de raconter une histoire. Alors souvent, faites attention, une erreur qu'on fait souvent, c'est de ne pas faire preuve de suffisamment d'empathie. Il faut toujours penser à se mettre à la place de son audience, parce qu'effectivement, vous êtes un expert dans votre domaine, vous avez construit votre analyse. Peut-être que à force d'être dedans, pour vous, c'est très clair, mais n'oubliez pas de vous mettre à la place de votre auditoire pour lui présenter une histoire qui sera compréhensible et intéressante pour lui.
Alors pour construire une histoire, l'histoire vous allez peut-être la construire à la fin de votre analyse, avant de faire votre présentation, mais pensez tout de même à avoir un peu de préparation, à rédiger un storyboard à la manière des cinéastes pour structurer votre analyse et vos conclusions. Choisissez des graphiques pertinents, les visualisations doivent avoir un impact, donc il faut choisir les bons graphiques pour renforcer votre message. Il faut que ce soit vivant, personnalisez les choses, ajoutez-y de l'humour. Après, bon, l'humour c'est culturel, c'est vrai que les Britanniques par exemple font plus d'humour dans les réunions de travail et dans ce genre de professionnels. En France, on est peut-être un peu moins dans cette culture-là, donc ça c'est une question de dosage, mais c'est toujours bien de mettre un peu d'humour pour que l'histoire soit plus intéressante. Au-delà des chiffres, ne vous contentez pas de lister et d'afficher des chiffres, ajoutez des opinions, des remarques qualitatives et tout ça contribuera à appuyer votre message. Encouragez les questions. Votre présentation doit être ouverte, mais comme moi dans mon webinar, prenez-les à la fin de la présentation. Troisième conseil, restez synthétique et pertinent. On sait très bien qu'au-delà de 20-30 minutes de présentation, la plupart des personnes ont du mal à suivre si elles ne sont pas extrêmement intéressées par le sujet. Donc, souvent, on rentre trop dans le détail, on peut trop décrire les étapes. Je parlais tout à l'heure des étapes voilà, qu'on va décrire, dans lesquelles on va dire, voilà, on a eu telle donnée à tel endroit, on a croisé telle et telle donnée de telle façon, on les a transformées de telle et telle façon. Attention à ne pas trop détailler ces aspects, parce que ça va lasser votre auditoire. Il ne faut pas oublier, identifier bien votre auditoire et parlez-leur de choses qui les concernent. Il faut que chacun se retrouve peut-être à travers certains chiffres qui le concernent directement dans votre présentation. Bon, ne les bombardez pas non plus de trop d'informations, parce que sinon ils vont passer à côté justement des informations que vous aviez préparées pour eux, pour qu'ils y trouvent de l'intérêt. Alors, n'hésitez pas à utiliser des cartes, tout le monde aime les cartes. Les cartes, c'est l'invitation au voyage. Les cartes, souvent, ajoutent de l'évidence, plus que des visualisations tabulaires ou des diagrammes en barre. Il faut garder à l'esprit que 80% des données qui sont disponibles de façon générale ont une dimension géoanalytique, donc il ne faut pas hésiter à l'exploiter. Le détail, ce qu'on appelle le drill down en termes de business intelligence. Donc, à certains moments, on va faire des zooms, on va descendre dans le détail, mais il faut que ça reste simple, il faut que ça reste clair. Et puis aussi, utiliser des notes, des commentaires pour accompagner les visualisations. Ça, ce sont des choses, je vous montrerai des exemples dans la partie démo. Et n'oubliez pas de bien tenir compte du niveau de votre auditoire. Voilà, si vous êtes face à un comité de direction, un comité de surveillance, il est clair que cette population s'attend à ce que vous alliez droit au but en limitant les détails. Donc n'oubliez pas, quand vous préparez votre présentation, ayez bien à l'esprit le niveau hiérarchique de vos interlocuteurs, en plus de leur profil. Visualiser, visualiser et visualiser encore. Donc, grâce aux visualisations, quand vous avez des données complexes, vous pouvez les rendre plus faciles à comprendre et plus faciles à mémoriser. Alors, souvent, peut-être que c'est l'héritage culturel d'Excel, on a tendance à vouloir mettre des tableaux partout. À l'image de l'exemple qui est là en haut à gauche, vous voyez qu'avec une carte, avec un diagramme en barre qui montre la répartition du revenu par région,
avec des catégories de points de vente par catégorie, entre des hypermarchés, etc. C'est un exemple de la distribution. Et avec une évolution du revenu et un forecast, voilà, en 4 graphiques sur une page, finalement, on a remplacé beaucoup de tableaux qui auraient été difficiles à lire et à mémoriser. Il faut bien avoir à l'esprit que le cerveau humain n'est pas conçu pour lire et mémoriser des tableaux, alors que ce soit Excel ou autre. Mais voilà, les visualisations sont beaucoup plus faciles à digérer par le cerveau. L'expérience cognitive est bien meilleure. Choisissez le bon graphique. Ne vous contraignez pas aux habituelles courbes, diagrammes, camemberts. Si d'autres graphiques sont plus parlants, bien entendu, je n'ai rien contre les camemberts, mais voilà, si vous voyez des visualisations plus pertinentes, n'hésitez pas à les utiliser. Ça n'aura que plus d'impact dans votre présentation. Alors, gardez toujours l'esthétique à l'esprit. Dans certaines organisations, la forme des présentations d'analyse est tout aussi importante que le fond. Parfois même, c'est plus important que le fond. Donc, évitez de surcharger, soyez minimaliste, privilégiez un style simple et épuré. Donc, peut-être en jouant sur la couleur, sur les chartes graphiques, etc., sur le fait de ne pas dépasser un certain nombre de visualisations par page. Voilà. Donc, comme je le disais avant, là, c'est pareil pour l'impact des visualisations. Jaugez bien le niveau de détail affiché dans ces visualisations en fonction de l'audience. Ne faites pas trop apparaître les données. Vous voyez, là, dans l'exemple qui est à gauche, sur les barres, on ne fait pas apparaître les pourcentages directement, on les ajuste sur l'échelle. Gérer la complexité. Vous pouvez avoir plusieurs visualisations, vous pouvez avoir de l'analyse guidée dans une page, si vous présentez en self-service de façon interactive votre analyse de données. Et n'hésitez pas à afficher ce que vous aviez prévu dans une visualisation. Peut-être qu'il faut le faire sur 2 ou 3 visualisations avec un cheminement dans votre présentation. Et puis, bien entendu, la préparation va vous aider à rendre votre discours plus fluide et à guider votre auditoire vers vos conclusions à travers l'histoire. Alors la data visualisation, là on a quelques exemples visuels. Donc l'intérêt d'utiliser de la data visualisation pour présenter vos analyses, c'est la possibilité d'explorer les données en self-service, en minimisant les étapes de préparation de données. C'est la possibilité aussi de croiser plusieurs sources de données dans une présentation. C'est la possibilité d'aller au-delà des visualisations, peut-être en utilisant des outils de prédiction intégrés, comme ici les petits graphiques en bas à gauche où on voit un historique de vente qui s'affiche en barre et puis on a une prévision qui s'affiche sur une courbe noire. Automatisation de workflow analytique. L'idée aussi, c'est de mettre en place des process analytiques et de déployer ça en temps réel pour automatiser de la prise de décision sur la base des analyses et des conclusions que vous avez effectuées. 5e et dernier point, la collaboration. Donc, validez votre approche, vos observations, vos idées et vos conclusions avec vos collègues. Ça vous rendra d'autant plus convaincant dans la présentation. Le risque, si vous ne faites pas ça, c'est le hors-sujet ou la non prise en compte de variables, de paramètres ou de contraintes qui sont essentielles. Et puis, vous avez un peu la honte dans votre présentation parce que quelqu'un finalement est venu complètement démolir votre belle présentation d'analyse parce que il a mis le doigt sur un paramètre ou une contrainte que vous n'aviez pas pris en compte. Et là, c'est la catastrophe. Donc, partagez, rendez vos découvertes accessibles. Comme ça, alors bien entendu, c'est possible avec des outils dans lesquels on peut consommer les analyses en self-service, mais rendez vos audiences accessibles rendez vos découvertes accessibles pour que les gens puissent se faire leur propre idée. Mettez en place un process collaboratif, un process d'échange autour de vos présentations d'analyse. Prenez tous les feedbacks.
même s'ils ne sont pas toujours agréables ou faciles à entendre, ils vous aideront à améliorer vos conclusions. Le bon outil, ça on va en reparler pendant la démo, trouver un outil qui vous permet justement de travailler de façon collaborative et puis discuter en groupe, créer un forum ou une discussion ouverte autour de vos analyses de données. Donc, avant de passer à la démo, voilà, justement, ce que je vais vous montrer dans la démo, c'est justement la possibilité d'avoir des conversations contextuelles et d'annoter vos idées à l'image de ce qui est là. Là, on a un exemple de post-it et puis ici, on a un exemple de discussion autour d'une analyse de résultats autour de la donnée. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la démonstration. Donc, je vais utiliser TIBCO Spotfire, notre outil analytique, pour vous présenter justement voilà, un exemple de présentation d'analyse. Donc, le contexte de l'analyse, on est ici en Californie, on a un ensemble de centres de distribution. Donc, ce sont les points bleus. On a des losanges. Alors, je vous parlais d'utilisation des cartes. Là, c'est un bon exemple, parce qu'on a la cartographie multicouche dans laquelle on peut même afficher les zones de chalandise des différents centres de distribution. On a des points de vente qui sont les petits losanges roses. Là, en fait, on est une société, on a personnalisé la présentation. On est une société qui s'appelle Spot Coffee, qui est un concurrent de Starbucks et qui distribue du café dans des points de vente. Alors, vous voyez, sur la carto, on a aussi le revenu moyen qui apparaît. Donc, j'ai des zones avec différentes couleurs et la couleur est graduelle en fonction du revenu moyen. Voilà, donc je peux interagir avec ma carte, je peux choisir ce que j'affiche. Sur la droite, j'ai ici des historiques de vente et avec des courbes noires de la prévision. Donc, et ici, surtout, j'ai une fonctionnalité collaborative avec une discussion qui se construit autour de la donnée. Alors, la discussion, elle commence par, ici, l'entrepôt de San Francisco qui fait remarquer, alors je vais passer en sélection, voilà, sur les centres, le centre de San Francisco qui fait remarquer que la demande explose chez lui. Alors effectivement, on voit que la courbe monte là, et puis la prévision est pareille, on voit que les ventes évoluent à la hausse. Donc c'est San Francisco qui a émis cette remarque. Alors, et qui demande en fait si d'autres centres de distribution peuvent transférer du stock. Alors là, j'ai un autre, dans cette discussion collaborative, à l'intérieur de l'application, j'ai San José Opération qui répond « La demande ralentit ici, on est surstocké ». Donc je vais cliquer sur ce commentaire et là, je vois que finalement, ce qui s'affiche évolue. J'ai San José qui est sélectionné et je vois les prévisions de San José et les prévisions globales. Donc effectivement, on voit que les ventes diminuent chez eux. Et la conversation continue. Là, on est vraiment dans de la collaboration autour de la donnée. Alors, au passage, je vous montre aussi une notation de type post-it qu'on peut ajouter sur la visualisation directement. Donc, des post-it comme ça, on peut remettre librement sur toutes les visualisations. Et je reviens ici à ma discussion. Donc, j'ai Auckland maintenant. Donc pareil, à chaque fois que je sélectionne un commentaire dans ma discussion, j'ai la façon dont les données sont présentées qui est associée à ce commentaire. Alors Auckland demande qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi est-ce que les ventes évoluent comme ça? Donc on a le marketing qui répond et qui dit la gamme Novelty progresse fortement, 20% de plus que les autres gammes, une promotion est en cours. Donc si je clique sur ce commentaire, voilà, j'arrive sur une autre page du rapport dans laquelle finalement je vois très bien en fait ce que le marketing a mis en avant, qui est l'augmentation des ventes du café Novelty. Donc je le vois très bien ici sur le graphique en bas à droite. Toujours une autre remarque du marketing qui va m'amener sur une autre page où le marketing dit ça prend, la promo a vraiment un effet sur les ventes. Et ici on voit des visualisations de type boxplot ou boîte à moustache qui montrent la performance de la promotion coupon par rapport à l'absence de promotion. Et encore une remarque du marketing qui nous montre sur une autre page, comme ça il explique à l'ensemble de l'organisation que la campagne des coupons est celle qui fonctionne le mieux. On voit très bien ici
les campagnes sur les coupons qui génèrent plus de revenus que les campagnes sur la distribution d'échantillons. Et puis en bleu, on a l'absence de promotion. Alors, le siège pose une question et dit, tiens, ça serait bien qu'on puisse évaluer l'impact des promotions, justement. Et là, le marketing répond, oui, tout à fait. Et là, on passe finalement, on sort de la visualisation, on va dans quelque chose qui est vraiment interactif, parce qu'on est dans la simulation. Et là, on va pouvoir saisir des hypothèses et dire, voilà, j'ai une hypothèse d'impact de 30% sur les ventes avec ma campagne marketing, je veux un horizon de prévision à 9 mois. Et là, j'ai mes résultats qui s'actualisent. Et je vois ici le gain généré par la campagne et le coût de ma campagne. Donc là, on est dans la simulation. Si on veut aller encore plus loin, là, c'est la dernière remarque, les opérations qui disent, tiens, la répartition des ventes montre qu'il faut recentrer le réseau de distribution. Peut-on chercher une solution optimale? Et là, on passe sur une autre page dans laquelle on a un autre outil de simulation, alors qui est basé sur les fonctionnalités prédictives statistiques embarquées par Spotfire, dans lequel ici, je vais pouvoir dire, tiens, j'ai aujourd'hui 7 centres de distribution. Si je passe à 5 centres de distribution avec une contrainte de capacité d'expédition par centre de 50 par jour, je vais appuyer sur ce bouton. Alors, je vois aujourd'hui, la solution aujourd'hui génère 3292 km. Donc, je clique et là, en fait, j'ai le moteur statistique qui utilise une fonction de type solver et qui va me restituer une solution optimale. Donc, non seulement je présente des résultats d'analyse, je présente voilà l'évolution des ventes, etc., mais je présente aussi des simulations et de la prédiction. Et là, je vois mon résultat, donc j'ai bien 5 centres de distribution avec une nouvelle affectation des points de vente par centre de distribution. Et ici, je vois l'évolution des expéditions avec ma contrainte qui est respectée et l'impact sur les distances totales parcourues. Donc, voilà un exemple de présentation, d'analyse qui finalement met en œuvre de la collaboration avec du storytelling, du dialogue, des post-it, et puis un certain nombre de visualisations. On a essayé de faire quelque chose qui est très lisible, dans lequel on ne surcharge pas les pages, avec un mix entre des indicateurs de type KPI, où on va simplement isoler une valeur, des cartes et puis des visualisations assez claires et assez lisibles, le tout dans la charte d'une entreprise. Voilà. Donc, voilà pour la présentation des données. Donc, je reviens sur mes slides. Voilà. Donc, en résumé, on a vu les 5 conseils: écouter la donnée, raconter une histoire, soyez synthétique et percutant, visualiser, visualiser et visualiser encore, et collaborer autour de la donnée. Voilà. Et bien entendu, utiliser la bonne solution. Donc j'espère que cette démonstration que j'ai pu vous faire de type Go, Spotfire vous a convaincu de la capacité de la solution à vous aider à faire de meilleures à faire de meilleures analyses, à faire de meilleures présentations. Alors, je vais maintenant prendre les questions que vous avez pu poser pendant la présentation. Alors, au passage, ce que je voudrais vous montrer, c'est que, ok, je vous ai montré quelque chose qui était un résultat abouti et finalisé. Maintenant, je vais juste vous montrer en quelques clics que c'est facile à créer. Ici, j'ai une des tables de mon analyse. Donc j'ai différentes colonnes qui ont été classées en fonction de leur type. J'ai du géoanalytique, des catégories, j'ai des choses qui sont numériques. Ici, j'ai un aperçu de ma donnée en dépliant le volet. Ici, j'ai l'historique des transformations qui ont été appliquées à ces données, si j'ai ajouté des colonnes calculées par exemple. Et si je sélectionne une des colonnes, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des outils en fait pour que je puisse comprendre mes données rapidement. Là, par exemple, pour comprendre que j'ai 9 valeurs uniques dans cette colonne saveur, voici les plus courantes, les moins courantes.
Et je pourrais modifier le type de données, la classification ou appliquer des transformations, remplacer des cellules vides ou éclater une colonne sur plusieurs colonnes. Même chose sur une colonne avec des valeurs numériques. Là, en fait, j'ai les valeurs remarquables, min, max, moyenne, médiane, et puis j'ai la distribution des valeurs et je pourrais là aussi travailler sur les données. Et ensuite, pour construire mon analyse, je vais utiliser le moteur de recommandation. Donc là, je suis dans Spotfire 7.6, qui est la version commercialisée actuellement. Et donc, dans ce moteur recommandation, je vais pouvoir répondre à des questions que je me pose. Par exemple, si je sélectionne des éléments géographiques et les quantités vendues, parce que ce qui m'intéresse, c'est de connaître la répartition des quantités vendues par zone. Donc là, le moteur de recommandation se met en route. J'ai le géocodage automatique qui est utilisé aussi et qui va permettre de générer, par exemple, une carte dans laquelle j'ai mes différents centres de distribution. Donc si cette visualisation me plaît, je n'ai qu'à l'ajouter à mon rapport Spotfire. Là, j'ai d'autres propositions. J'ai quelque chose de tabulaire, je vais la prendre aussi. Et puis, si je me pose une autre question qui est quelle est l'évolution des ventes dans le temps, à ce moment-là, je vais saisir. Voilà, je vais choisir les colonnes temps et quantité. Et ici, je vais pouvoir ajouter l'évolution des ventes dans le temps. Donc finalement, en quelques clics, j'ai pu construire un rapport. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est interactif. À l'aide du lasso, je peux sélectionner des centres de distribution, vous voyez, qui sont mis en surbrillance dans ma table en bas à gauche. Même chose à l'aide du radius. Voilà, si je sélectionne ces centres de distribution, ils vont être mis en surbrillance dans les autres visualisations. Donc tout ça est dynamique et interactif. De la même façon, je peux explorer et découvrir mes données facilement. Donc si je garde uniquement la carte, si je refais un radius ici sur certains points, là je fais un clic droit, je demande une visualisation détail et disons que je veux par exemple visualiser l'évolution des ventes à travers le temps. Voilà, je l'ai pour les sites que j'ai sélectionnés. Alors vous voyez, comme j'ai une échelle temporelle, j'ai une hiérarchie créée automatiquement que je peux moduler et je peux aussi créer des hiérarchies sur d'autres colonnes. Si je veux utiliser la ville pour voir une courbe par ville, à ce moment-là, je prends la colonne ville dans ma barre de gauche et je vais faire un glisser-déposer sur la couleur. Et comme ça, j'ai les ventes par ville. Donc vous voyez, ça réagit en fonction de ma sélection. Et ici, je vais pouvoir, par clic droit, mettre en place des fonctionnalités prédictives, voilà, et faire de la prévision des ventes sur les sites que j'ai sélectionnés. Alors là, sous réserve que j'ai suffisamment de données historiques. Voilà. Mais là, je vois l'évolution des ventes qui reproduit la tendance et la saisonnalité. Et je vais pouvoir, de cette façon, descendre jusqu'au niveau de détail le plus fin, dans ce qui est finalement de l'analytique guidée où je pars d'une carte et puis je vais naviguer jusqu'à aller aux données détails qui vont m'intéresser comme des pics de vente ou des anomalies. Et bien entendu, je vais pouvoir ajouter des commentaires comme ici avec un post-it. Alors pendant que je faisais ça, les questions sont accumulées. Donc, alors pour la personne qui me demande si voilà, le webinar effectivement sera disponible, donc il sera possible de le revoir. La présentation aussi sera publiée. Voilà, donc effectivement les commentaires. Alors les commentaires, effectivement, j'ai une question sur les commentaires, le lien entre les commentaires et les analyses. Donc, tous ces commentaires qu'on voit là à travers les discussions, voilà, par exemple, si je viens saisir un commentaire dans la discussion collaborative, il est effectivement associé à un certain nombre de métadonnées du rapport. Donc, c'est associé à ce que j'ai sélectionné dans ma page. Donc là, par exemple, si je change ma sélection, voilà, je vais ajouter un deuxième commentaire associé à un autre état du rapport.
Et à chaque fois que je vais cliquer sur l'un ou l'autre des commentaires, je vais vraiment avoir les données associées, c'est-à-dire le filtrage et les sélections qui vont évoluer. Donc c'est vraiment, tous ces commentaires sont vraiment des métadonnées du rapport. Voilà. Alors, quelqu'un me demande s'il est possible d'évaluer la solution. Donc, effectivement, on a la possibilité d'essayer gratuitement. Si vous vous rendez sur notre site TIBCO Spotfire, vous aurez la possibilité de télécharger une version gratuite pour une évaluation de 30 jours. Évaluation qui n'est pas bridée puisque vous aurez l'ensemble des connecteurs natifs de la solution vers des sources Hadoop, vers les distributions Hadoop, vers les bases de données relationnelles, la possibilité de consommer des fichiers Excel, des fichiers plats, de la cartographie. Et vous aurez aussi les fonctionnalités statistiques pour ceux que la data science intéresse, fonctionnalités statistiques natives qu'on trouve ici dans les menus, comme les calculs de coefficients de corrélation, et la possibilité aussi d'embarquer du code R directement dans un rapport si vous voulez avoir vos prédictions personnalisées. Voilà. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je vous propose en attendant d'afficher de nouveau les 5 conseils. Voilà, j'affiche les 5 conseils. On peut attendre 1 minute ou deux s'il y a d'autres questions et à ce moment-là, on pourra en rester là. Bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, ce webinaire sera ensuite disponible et on a un livre blanc sur la présentation des analyses de données qui est publié. Alors, question sur le mode de facturation. Donc, on a deux modèles. On est en cloud ou on-premise. Donc, on-premise, vous installez la solution chez vous. Donc, le cloud, forcément, c'est du software as a service. Donc, vous payez un loyer. Le on-premise, quand vous installez la solution chez vous, à ce moment-là, vous avez le choix, soit vous achetez des licences perpétuelles, soit vous pouvez louer aussi via un mode de souscription. Et ensuite, le modèle économique est purement à l'utilisateur. Donc on a 3 rôles identifiés, hein. On a les analystes qui vont plutôt faire de l'analyse experte avancée. On a les business auteurs qui vont juste faire de la data visualisation, qui pourront le faire simplement avec un navigateur web. Et puis on a les consumers, des gens qui vont juste consommer des rapports avec de l'interactivité, qui seront les destinataires finaux des rapports, mais qui pourront les consommer en self-service. Donc c'est une tarification à l'utilisateur qui dépend du rôle et qui n'est pas lié aux quantités de données que vous analysez. Vous pouvez très bien analyser des centaines de millions, voire des milliards de lignes si vous avez du big data. Mais voilà, le modèle est basé sur des profils utilisateurs. Très bien. Je vous propose de conclure là-dessus. Merci d'avoir participé à ce webinaire. D'autres webinaires sont prévus. Et puis, je n'ai qu'une chose à dire pour conclure, c'est allez les Bleus et allez la France pour ce soir. Merci, bonne journée, au revoir.